Le tête de Platon, suite. Socrate. Examine maintenant, Théodore, je te prie, ce point de leur doctrine. N'avons-nous pas dit qu'ils expliquent la génération de la chaleur, de la blancheur ou de toute autre chose en disant que chacune de ces qualités se meut avec la sensation dans l'espace qui sépare l'agent du patient, que le patient devient sentant et non pas sensation, et que l'agent devient qualifié et non pas qualité? Peut-être ce mot de qualité te paraît-il étrange, et ne comprends-tu pas cette expression générale? Je vais te l'expliquer par des détails. L'agent ne devient ni chaleur ni blancheur, mais chaud et blanc, et ainsi du reste. Tu te souviens sans doute que nous avons dit précédemment que rien n'est en soi unité définie, ni l'agent ni le patient non plus, mais que de leur rapprochement mutuel naissent les sensations et les qualités sensibles, et que l'agent devient qualifié de telle ou telle manière, et que le patient devient sentant. Naturellement, je m'en souviens. Laissons donc de côté tout le reste de leur système et les interprétations diverses qu'ils peuvent en donner. Attachons-nous uniquement au point que nous avons en vue et demandons-leur, vous dites que tout se meut et s'écoule, n'est-ce pas? Oui. Donc, des deux formes de mouvement que nous avons distinguées, déplacement et altération? Sans doute si l'on veut que le mouvement soit complet. Si en effet il n'y avait que déplacement sans altération, nous pourrions dire, je pense, de quelle nature sont les choses qui coulent et se déplacent, n'est-ce pas vrai? Si. Mais puisque l'on ne peut même pas tabler sur la stabilité de la blancheur de ce qui coule blanc, et qu'il y a un flux de la blancheur même et un passage à une autre couleur, de manière qu'on ne peut pas prouver qu'elle est fixe à cet égard, est-il jamais possible d'appeler quelque chose du nom de couleur de manière que ce nom soit juste? Le moyen, Socrate, comment nommer n'importe quoi de ce genre si chaque fois qu'on en parle, la chose se dérobe, puisqu'elle s'écoule toujours? Que dirons-nous alors d'une sensation quelconque, par exemple de celle de la vue et de l'ouïe? Dirons-nous qu'elle demeure dans l'état de vision et d'audition? Il ne le faut pas s'il est vrai que tout se meuve. Dès lors, il ne faut pas dire d'une chose qu'elle voit plutôt qu'elle ne voit pas, ni d'aucune sensation qu'elle sent plutôt qu'elle ne sent pas, du moment que tout se meut de toute manière. Non, en effet. Et pourtant la sensation est science, avons-nous dit, tête et moi. Vous l'avez dit en effet. En ce cas, notre réponse à la question « qu'est-ce que la science ?» ne signifie pas science plutôt que non-science. Il y a apparence. Ce serait un joli résultat de la correction que nous avons faite à notre première réponse quand nous nous sommes efforcés de démontrer que tout se meut pour montrer la justesse de cette réponse. À présent, il semble démontrer que, si tout se meut, toute réponse à propos de n'importe quoi est également juste, quoi qu'on dise qu'une chose est ainsi ou qu'elle n'est pas ainsi, ou, si tu préfères, qu'elle devient telle, pour éviter un terme qui mettrait ces gens en repos. Tu as raison. Sauf Théodore en ce que j'ai dit ainsi et pas ainsi. Car il ne faut même pas dire ce mot ainsi, puisque ce qui est ainsi ne serait plus en mouvement. Il ne faut pas dire non plus pas ainsi, parce que ces mots non plus n'expriment pas le mouvement. Les partisans de ce système doivent donc forger quelque autre terme, puisque pour le moment ils n'ont pas de mots qui s'ajustent à leur hypothèse, sauf pas même ainsi. C'est celui qui leur conviendrait le mieux à cause de son acception indéfinie. C'est en effet l'expression qui leur conviendrait le mieux. Nous voilà donc, Théodore, quitte avec ton ami, et nous ne lui concédons pas que tout homme soit la mesure de toute chose, à moins qu'il ne soit intelligent. Nous ne lui concédons pas non plus que la sensation soit la science, suivant la doctrine que tout se meut, à moins que tête ne soit d'un autre avis. C'est très bien dit, Socrate, car à présent que cette enquête est finie, je suis également quitte de l'obligation de te répondre, puisque nous sommes convenus
que je le serais quand la discussion du système de Protagoras serait arrivée à son terme. Théétète. Non, Théodore, pas avant que Socrate et toi vous ayez discuté la doctrine de ceux qui prétendent que tout est en repos, comme vous l'êtes proposé tout à l'heure. Théodore. Jeune homme comme tu es, Théétète, tu enseignes à tes aînés à mal faire en violant leurs conventions. Prépare-toi plutôt à répondre à Socrate sur ce qui reste à dire. Oui, s'il le veut, j'aurais pourtant été bien aise d'entendre discuter le système dont je parle. Appeler Socrate à la dispute, c'est appeler la cavalerie dans la plaine. Interroge-le donc, et tu entendras ce que tu désires. Socrate. Je ne crois pas néanmoins, Théodore, que je me rende au désir de Théétète sur les sujets où il m'appelle. Pourquoi donc ne t'y rendras-tu pas ? Un sentiment de respect me détourne de critiquer sans ménagement Mélissos et les autres qui soutiennent que tout est un et immobile. Mais je sens plus de respect encore pour le seul Parménide. Parménide me paraît être, selon l'expression d'Homère, à la fois vénérable et redoutable. J'ai approché l'homme quand j'étais bien jeune encore, et lui bien vieux, et il m'a paru avoir une profondeur d'une rare qualité. Aussi j'ai peur que nous ne comprenions pas ses paroles, et que sa pensée ne nous dépasse bien plus encore, mais ce que je crains le plus, c'est que la question pour laquelle nous sommes entrés en discussion, à savoir la nature de la science, ne soit point étudiée par suite des digressions qui nous envahiraient si nous les écoutions. D'ailleurs, le sujet que nous éveillons ici est d'une étendue infinie. Si nous ne l'examinons qu'en passant, nous lui ferons tort. Et si nous l'examinons comme il le mérite, son étendue nous fera perdre de vue la question de la science. Il faut s'abstenir de l'un comme de l'autre, et tâcher plutôt par notre art d'accoucheur de délivrer Théétète de ses conceptions sur la science. Oui, c'est ce qu'il faut faire, si tu en es d'avis. Fais donc encore Théétète l'observation suivante sur ce qui a été dit. Tu as répondu, n'est-ce pas, que la sensation est la science ? Oui. Maintenant, si l'on te demandait avec quoi l'homme voit le blanc et le noir, et avec quoi il entend les sons aigus et les graves, tu dirais, je pense, avec les yeux et les oreilles. Oui. Employer les mots et les phrases à son aise sans les passer rigoureusement au crible n'est point en général une marque de bassesse. C'est plutôt le contraire qui est indigne d'un homme libre. Cependant, c'est parfois nécessaire. C'est ainsi, par exemple, qu'il faut relever dans ta réponse ce qu'elle a de défectueux. Réfléchis, lequel des deux est le plus correct ? De dire que c'est avec ou par les yeux que nous voyons, avec les oreilles ou par les oreilles que nous entendons. Il me semble, Socrate, que c'est plutôt par qu'avec les organes que nous percevons chaque chose. Ce serait en effet bien étrange, mon enfant, qu'un certain nombre de sens fussent logés en nous, comme si nous étions autant de chevaux de bois, et qu'ils ne se rapportassent pas tous à une même idée, qu'on l'appelle âme ou de quelque autre nom, par laquelle, usant d'eux comme d'instruments, nous percevons tout ce qui est sensible. Cette explication me semble plus juste que l'autre. Si je te fais ainsi préciser les choses, c'est pour savoir s'il y a en nous un principe toujours le même, par lequel nous atteignons au moyen des yeux le blanc et le noir, et d'autres choses par d'autres sens, et si, interrogé, tu pourrais rapporter tous les actes de cette nature au corps. Mais peut-être vaut-il mieux que tu parles toi-même en réponse à mes questions, et que ce ne soit pas moi qui m'en charge à ta place. Dis-moi, ne crois-tu pas que tous les organes par lesquels tu perçois le chaud, le dur, le léger, le doux, sont des parties du corps, ou sont-ils des parties d'autre chose ? Non, mais du corps seul.
Es-tu disposé aussi à m'accorder que ce que tu sens par une faculté, il est impossible de le sentir par une autre? Est-il possible, par exemple, de sentir par la vue ce qu'on sent par l'ouïe, et par l'ouïe ce qu'on sent par les yeux? Comment pourrais-je n'y pas consentir? Si donc tu conçois quelque idée qui se rapporte à ces deux sens à la fois, ce ne peut être par le premier ni par le second que vient la perception commune. Non, assurément. Prenons par exemple le son et la couleur. N'as-tu pas d'abord sur les deux à la fois cette idée que tous les deux existent? Si. Puis que chacun des deux est différent de l'autre, mais identique à lui-même? Sans doute. Et que conjointement ils sont deux, mais que chacun d'eux est un. Je conçois cela aussi. N'es-tu pas capable aussi d'examiner s'ils sont dissemblables ou semblables l'un à l'autre? Peut-être. Maintenant, par quel organe conçois-tu tout cela de ces deux sens? Ce n'est ni par l'ouïe ni par la vue qu'il est possible de saisir ce qu'ils ont de commun. Voici encore sur cette matière une autre preuve. Supposons qu'il soit possible d'examiner s'ils sont tous les deux salés ou non. Tu sais qu'il te serait aisé de me dire avec quel organe tu ferais cet examen, et ce n'est apparemment ni la vue ni l'ouïe, mais quelque autre chose. Sans contredit, c'est la faculté qui use de la langue. Bien dit. Mais par quel organe s'exerce la faculté qui te fait connaître ce qui est commun à toute chose, aussi bien qu'à celle dont nous parlons, ce à quoi tu appliques les termes « est » ou « n'est pas », et ce que j'ai mentionné tout à l'heure en te questionnant sur elle? À tout cela, quels organes assigneras-tu par lesquels ce qui sent en nous perçoit les choses? Tu veux parler de l'être et du non-être, de la ressemblance et de la dissemblance, de l'identité et de la différence, et aussi de l'unité et des autres nombres appliqués à ces choses. Évidemment, ta question vise aussi le père et l'impère et tout ce qui s'ensuit, et tu veux savoir par quels organes corporels notre âme les perçoit. Tu me suis merveilleusement, Théétète, et c'est cela même que je veux savoir. Mais par Zeus, Socrate, je ne sais que dire, sinon qu'à mon avis, il n'y a point du tout d'organe spécial pour ces notions, comme il y en a pour les autres. C'est l'âme elle-même et par elle-même qui, selon moi, examine les notions communes en toutes choses.